Nous allons parler logement, bâtiments et territoires connectés en lien avec les seniors, avec une personne qui connaît bien le sujet, Philippe Medzantin, qui est le directeur de la filiale numérique innovation du groupe Gerflor. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter ton parcours, parce que tu as quand même beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et puis présenter Gerflor pour ceux qui ne connaissent pas. Alors moi, je viens historiquement de grands groupes industriels dans le domaine des télécommunications et j'ai monté au début des années 2000 mes propres activités qui avaient pour vocation de développer des solutions et des services digitaux au service des seniors et de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Euh, Aujourd'hui, notre activité est intégrée dans le groupe Gerflor. Donc, le groupe Gerflor est un groupe industriel français connu pour sa présence dans la production de revêtements de sol éco-responsables. Le groupe Gerflor, c'est un peu plus de 900 millions de chiffre d'affaires. C'est 4000 collaborateurs répartis sur une centaine de pays dans le monde. C'est 12 usines et 5 centres de R&D répartis sur l'ensemble des continents qui travaillent chaque jour à développer des solutions toujours plus éco-responsables dans le domaine des revêtements pour le bâtiment, revêtements de sol, revêtements de muraux, plafonds et tous les accessoires qui accompagnent ces différents segments d'activité. Peut-être expliquer ton rôle chez Gerflor. Alors, G-Active est aujourd'hui une filiale totalement intégrée dans le groupe Gerflor. Et notre métier depuis une quinzaine d'années, c'est justement de réfléchir, de concevoir et d'accompagner le déploiement de solutions digitales et de services numériques qui permettent eh bien, d'accompagner la perte d'autonomie, notamment chez nos aînés, au travers de solutions qui intègrent notamment des solutions intégrées sous les revêtements de sol, ce qui explique notre présence dans le groupe Gerflor, au travers de capteurs qui permettent eh bien, de détecter ce qui se passe à la surface, parce que le sol, il a quelque chose de magique, c'est que on est toujours en contact direct ou indirect avec le sol, gravité oblige, et que, à part la lévitation, je ne connais pas beaucoup de moyens d'y échapper. Donc, le sol est un excellent endroit pour repérer un certain nombre de signaux sur ce qui se passe sur une surface particulière, et notamment permet eh bien, d'analyser les mouvements à sa surface, donc de se faire une idée de l'activité des personnes qui circulent sur un revêtement de sol, et puis aussi de déterminer eh bien, la surface qu'ils occupent au sol. Et schématiquement, si on occupe une surface équivalente à 2 semelles de chaussures, c'est qu'on se déplace bien droit sur ses 2 pieds. Si cette surface est plus importante, eh bien, on peut suspecter qu'une personne est à terre, et ceci dans l'univers des personnes âgées, c'est une information particulièrement importante qui est révélatrice de situations à risque. Si on prend un peu de recul, quand on parle de logement et puis même de bâtiments, et on verra après les territoires, mais logements et bâtiments intelligents, est-ce que tu peux quelle est la définition pour toi d'un bâtiment intelligent pour les seniors? Est-ce que tu peux donner des exemples d'intelligence, entre guillemets? Alors, un bâtiment, par essence, il est intelligent puisque il est capable, au travers des différents systèmes qui le composent, de donner un certain nombre d'informations, de délivrer un certain nombre de signaux, faibles ou forts, de ce qui est en train de se passer dans l'environnement de vie d'une personne. Euh, pour donner quelques exemples, connexes au sujet de la perte d'autonomie, eh bien, on a des fluides
dans les bâtiments, on distribue par exemple de l'eau, eh bien la consommation d'eau est un indicateur précieux pour savoir si tout se passe bien dans l'univers de vie de quelqu'un. Voilà, on peut très bien imaginer que connaissant la consommation moyenne d'eau d'une personne dans sa journée type, eh bien une variation progressive ou brutale à la baisse peut être un indicateur de l'apparition d'un problème nouveau ou d'un changement de rythme de vie qui nécessite que derrière, l'humain aille faire son travail et soit particulièrement attentif à cette personne dont on a décelé un certain nombre de modifications de comportement. Ça, c'est un exemple. On peut faire le même travail sur l'utilisation du réseau électrique. L'utilisation d'un réseau électrique dans un logement est aussi révélateur d'un rythme de vie. Si on ouvre ses volets tous les matins, qu'on fréquente sa salle de bain dans un créneau horaire déterminé et que on s'aperçoit que bien on n'allume pas la lumière, on n'ouvre pas les volets, on passe pas devant un capteur de mouvement qui allume la lumière dans un couloir ou dans un dégagement, eh bien cela peut aussi être un signal faible révélant une modification du rythme de vie de la personne qui lui-même peut cacher quelque chose de plus important. Donc le bâtiment, par essence, il contient déjà un certain nombre d'informations qui peuvent être exploitées pour veiller sur nos aînés et puis améliorer leur confort de vie au quotidien. La problématique qu'on a adressée, et je me plais à le dire, moi, mon rêve, c'est de briser les silos, et c'est de briser les silos notamment entre les différents acteurs, les différents équipementiers du bâtiment. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour réussir à faire ce que je décrivais tout à l'heure, eh bien, il faut que celui qui s'occupe de la distribution de l'eau accepte de communiquer les données qui sont en sa possession à des tiers. De même pour celui qui s'occupe de la gestion de l'électricité, etc., etc. Et on comprend bien quel est l'intérêt de l'interopérabilité des différents systèmes qui composent le bâtiment. D'abord pour la mutualisation des données, mais aussi pour la simplification des infrastructures. Là aussi, pour être un peu caricatural, si aujourd'hui quelqu'un vient dans un environnement existant installer un dispositif qui permet de mesurer le niveau d'activité d'une personne, eh bien, il va installer un capteur ou plusieurs capteurs, il va tirer des câbles, il va peut-être mettre un réseau radio en route à l'intérieur du logement. Il va utiliser cette information pour sa propre application. Le capteur d'activité qu'il va installer, en fait, il est déjà existant dans le logement parce que celui qui a installé le système d'alarme et qui était passé avant lui avait aussi installé un détecteur d'activité à l'intérieur du logement, lui, pour déterminer la présence d'une activité à un moment où on ne l'attendait pas, en l'absence du résident en l'occurrence. Et puis, celui qui a installé l'automatisation de l'éclairage dans le couloir, il a lui aussi installé un capteur de mouvement qu'il a câblé sur l'installation électrique pour utiliser cette information pour allumer la lumière. Donc, en fait, on a 3 câbles ou 3 réseaux radio, on a 3 capteurs qui font exactement le même job, mais chacun le fait dans son coin sans communiquer aux autres l'information dont il dispose. Ça serait quand même vachement plus simple de pouvoir installer un capteur et que ce capteur partage l'information avec tous ceux qui en ont besoin pour déployer leur application dans leur segment d'activité concerné. Voilà. Et si on va au-delà des acteurs du bâtiment, si on imagine que le bâtiment, mutualisant ces informations, est lui-même capable de partager cette information avec les acteurs de l'écosystème du maintien à domicile, par exemple,
eh bien, on voit tout de suite l'avantage qu'on peut en tirer. Les acteurs traditionnels aujourd'hui qui interviennent au domicile, les acteurs du monde de la télésurveillance, les acteurs du monde des services, des téléservices apportés au domicile à nos aînés, eh bien, pourraient bénéficier de cette information et apporter des services de plus en plus riches sans avoir constamment à se préoccuper du déploiement d'infrastructures nouvelles à l'intérieur des bâtiments. Pour casser ces silos et travailler en commun, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Est-ce que ça, c'est ce que tu voudrais? Est-ce que tu imagines ce qu'il faudrait? Actuellement, on en est où? Alors, on progresse, mais on progresse à petits pas. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque l'on posait la question suivante à un domoticien ou à un électricien, quand on lui demandait quand, pour la dernière fois, tu as rencontré un ergothérapeute, dont on sait quel est l'intérêt, je dirais, dans l'aménagement de l'environnement de vie d'une personne âgée, eh ben, il te regardait avec des yeux carrés en te disant un ergo quoi, ça existe, ça fait quoi, quel métier ça. Et aujourd'hui, on a par exemple réussi à faire en sorte que dans ces filières de formation, eh bien, il y ait des moments croisés de partage entre ces deux filières professionnelles pour que déjà les gens apprennent à se connaître, connaissent mutuellement leur métier et leur capacité à apporter des solutions à l'accompagnement de la perte d'autonomie, et puis partagent un minimum de vocabulaire commun, parce que pour apporter à la fin une solution, eh bien, il faut que les uns et les autres se soient compris, parlent le même langage et partagent les mêmes objectifs. Il y a un certain nombre d'expériences de formations croisées comme ça qui se sont mises en place dans diverses régions de France et qui commencent à porter leurs fruits. Et aujourd'hui, eh bien, au moins les différents acteurs de l'écosystème pris au sens large se connaissent, partagent un certain nombre de valeurs en commun et donc sont en mesure d'apporter des solutions plus fiables, plus intelligentes, plus pérennes, plus durables. Et tout le monde est gagnant. C'est vraiment du gagnant-gagnant dans ce type de démarche. Ce qu'on voit également apparaître, puisque bien le défi de l'introduction du numérique dans nos environnements de vie, donc entre autres dans le logement, dans le bâtiment, sur les territoires, eh bien, amène à avoir une approche plus transversale des concepteurs, des aménageurs, qui réfléchissent en amont à l'intégration de ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort ou à raison, le SMART dans la planification de ce type de projet. Et on recourt à des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont spécialisés sur ces questions-là, puisque on ne peut pas à la fois être, je dirais, spécialiste de toutes les disciplines du bâtiment et avoir une compréhension de l'ensemble des métiers et de l'action des acteurs des écosystèmes du médico-social ou du sanitaire. Donc on voit apparaître un nouveau métier qui est celui d'accompagnateur en amont au design des bâtiments et à l'intégration des infrastructures numériques interopérables et évolutives qui permettent d'atteindre les objectifs dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est ce nouveau métier moi j'appelle ça un petit peu le chef d'orchestre. Il doit connaître les solutions du bâtiment, les solutions, ce qui se passe sur le territoire, les intervenants auprès des personnes âgées, quels sont leurs besoins. Je veux dire, il a besoin d'avoir un champ de connaissances et d'être reconnu aussi par ses pairs. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un certain nombre de gens qui aujourd'hui se sont imposés par, je dirais, leur présence de longue date sur ce terrain-là.
qui connaissent très bien les acteurs des écosystèmes, qui connaissent bien leur métier, qui comprennent bien leurs besoins, parce que faut quand même avoir en tête que voilà, le déploiement de technologie, le déploiement du numérique, ça n'a d'intérêt que si la finalité est de placer l'utilisateur ou les différentes catégories d'utilisateurs au centre de la réflexion. Alors, le premier utilisateur qui vient à l'esprit, c'est bien évidemment la personne aidée. C'est elle qui doit être au centre de toutes les attentions, c'est elle qui va être utilisatrice in fine des dispositifs qui auront été déployés, mais c'est aussi tous les gens qui interviennent dans son quotidien. C'est tous les aidants familiaux, c'est les aidants professionnels, c'est les acteurs du monde de la santé qui vont venir lui apporter des services à domicile. C'est d'autres acteurs à vocation plus commerciale qui vont peut-être venir lui livrer des repas à domicile, lui apporter des services de confort au quotidien, etc. Donc, il est clair qu'il faut avoir une bonne connaissance de l'ensemble de cet écosystème pour pouvoir proposer des solutions qui sont les plus pertinentes, puisque chaque personne, pourrait-on dire, est un cas particulier et va avoir des besoins qui sont différents, et surtout des besoins qui vont être évolutifs au cours du temps. Voilà, à 50 ans, je n'ai pas les mêmes besoins qu'à 60 ans, à 70 ans, j'aurai encore des besoins différents, à 80 certainement, et puis je vais commencer à naviguer entre des établissements sanitaires, mon domicile, peut-être des établissements spécialisés d'accueil de personnes sur la voie de la perte d'autonomie, et que tout ça, eh bien, ça doit être interconnecté, ça doit me permettre de retrouver un certain nombre de choses quand je quitte mon domicile, eh bien, dans ma chambre d'EHPAD en termes de services, parce que j'ai appris à utiliser une solution numérique qui me permet de maintenir et de développer mon lien social avec ma famille, mes voisins, mes amis. Eh bien, j'ai pas envie, lorsque je change d'environnement, d'être obligé de tout réapprendre. Est-ce que ces solutions, avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Est-ce que cette intelligence, elle ne sera pas réservée aux établissements pour personnes âgées, sachant que 75% à peu près des personnes âgées sont propriétaires, et puis dans ces 75%, il y en a au moins 85 qui veulent rester chez elles. Donc, en fait, est-ce que l'intelligence va aussi pénétrer ces logements individuels, ou est-ce que c'est réservé, d'après toi, aux établissements pour personnes âgées, résidence autonomie, résidence service senior, EHPAD ou autre? Non, non, c'est véritablement à déployer sur l'ensemble du panel d'environnement de vie auquel nous pouvons tous être confrontés. Et aujourd'hui, le sujet de notre conversation, c'est bien évidemment de parler de nos aînés. Mais par contre, je peux déjà, toi, moi, à l'âge que nous avons, même s'il devient respectable, eh bien, avoir besoin d'un certain nombre de services qui me préparent aussi à cet avenir que me réserve le vieillissement. Et ça, je veux l'avoir dans le logement que j'occupe aujourd'hui. Pour donner un exemple, on parlait tout à l'heure de mesures d'activité à l'intérieur d'un logement pour déterminer si la vie semble à peu près normale, notamment pour une personne vivant seule. C'est une fonction qui intéresse aussi la mère de famille qui travaille et puis qui a envie de savoir qu'à 16 heures, le gamin il est bien rentré de l'école, et puis que le niveau d'activité à l'intérieur du logement ne ressemble pas à une partie de football parce qu'il y a amené 15 copains, quoi. Donc, offrir dans les immeubles, dans les logements, ce type de fonctionnalité, ça peut commencer à nous intéresser très tôt dans la vie. Tout ce qui relève de l'optimisation énergétique de mon logement, ça nous intéresse, toi et moi, dès à présent,
si on peut disposer d'un certain nombre de fonctions à l'intérieur du logement qui me permettent d'économiser un peu de chauffage, de climatisation, de pouvoir préchauffer mon eau lorsque je m'apprête à rentrer après quelques jours d'absence. Enfin voilà, les exemples sont nombreux et viennent à l'esprit de tout le monde. Mais si cette approche était systématisée dans la conception des nouveaux immeubles ou dans les opérations de rénovation lourde qui sont menées sur le parc existant, eh bien, des services pourraient se développer qui seraient à l'usage de toutes les générations. Voilà, même si aujourd'hui, mon propos se focalise plutôt sur les aînés et les services que pourraient leur apporter, encore une fois, tous les acteurs qui sont familiers de cet accompagnement de la perte d'autonomie. Le téléassisteur, aujourd'hui, il est confronté à la nécessité de déployer des équipements à l'intérieur d'un logement, avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Il faut que ça puisse communiquer, il faut qu'il y ait de la couverture radio, il faut qu'on puisse câbler des trucs, il faut qu'on aille faire des trous dans les murs pour aller poser un capteur à l'endroit le plus pertinent. Si tout ceci était intégré dès sa conception, dès sa construction à l'intérieur du logement, eh bien, le téléassisteur, il pourrait développer des services qu'il appelle aujourd'hui télébienveillance. Voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui font preuve d'imagination pour apporter des services nouveaux à distance à des gens qui s'abonnent aux prestations qu'ils proposent, mais ça serait infiniment plus facile pour eux et ça permettrait probablement de démocratiser encore plus, même si l'empreinte est déjà importante sur le territoire chez les seniors, mais quand on se compare à d'autres pays, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir pour que ce type de service puisse être systématisé quasiment auprès des populations les plus à risque. Comment est-ce que tu vois le développement dans les prochaines années de ces solutions? Parce qu'il va falloir quelqu'un… Voilà, ma question, c'est qui va les proposer aux personnes âgées ou aux seniors? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Il va falloir faire connaître les différentes solutions. Il va falloir une certaine objectivité, c'est en fait une sorte d'audit, de constat de la personne dans son environnement et quelles sont les différentes solutions les plus adaptées. C'est à qui doit faire ce rôle d'audit et puis de développement des solutions, à moins qu'il y ait une autre manière de développer? Alors, ça c'est une autre problématique. Moi, mon propos, c'est de dire justement à tous ces acteurs qui sont déjà présents aujourd'hui avec des solutions ou qui vont arriver avec des solutions qu'on n'a même pas imaginées aujourd'hui, avec des technologies nouvelles qui vont faciliter un certain nombre de choses. Mon propos, c'est de dire, au travers de la conception du logement, du bâtiment, du territoire, de l'intégration du numérique, il faut faciliter le déploiement de toutes ces solutions pour tous ces acteurs. D'abord parce que si on conçoit les infrastructures en amont, ça va coûter moins cher, parce que ça sera noyé dans l'épaisseur du trait, que ça sera disponible pour tout le monde, que ça valorisera un certain nombre d'acteurs du bâtiment qui n'ont rien à voir avec le domaine de l'autonomie, que ça valorisera l'actif immobilier en lui-même. Voilà, il n'est pas idiot de penser qu'un actif immobilier connecté a plus de valeur ou prend plus de valeur qu'un actif immobilier qui ne l'est pas. Donc, mon propos n'est pas de dire telle ou telle technologie, tel ou tel service prendra le dessus et est préférable à une autre. Pour ça, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites aujourd'hui. D'abord, il y a des acteurs spécialisés de la validation, entre guillemets, des solutions qui sont offertes sur le marché. On parle également d'une idée de centre national de preuves, qui est une organisation qui, entre les mains desquelles ces différentes solutions passeront et qui pourront donner un avis sur la pertinence de ce qui est proposé.
Voilà, je pense que c'est une des pistes les plus sérieuses que notamment la CNSA mettra en œuvre dans les années à venir. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Je ne suis pas qualifié moi-même pour qualifier des solutions et dire bon, bah, celle-ci est préférable à une autre. Mon propos est de dire utilisons déjà ce qui est disponible. Et au travers des exemples que je donnais tout à l'heure, j'espère avoir démontré que le bâtiment aujourd'hui et les systèmes qui le composent disposent déjà d'un certain nombre d'informations qui permettent voilà, de progresser, d'apporter des services nouveaux. Travaillons à la systématisation de ce type d'infrastructure au travers de la production de cadres de référence, sans vouloir en faire des normes pour ne pas alourdir le contexte, mais de poser des cadres de référence qui fixent les règles de communication entre les différents systèmes, qui fixent les règles de partage de l'information, et c'est pas neutre, hein, partager l'information, ça ouvre un certain nombre de questions, notamment dans le champ juridique. À qui appartient l'information, comment cette information peut être mise à disposition d'autres acteurs, dans quelles conditions, est-ce que c'est monnayable, est-ce que ça ne l'est pas, enfin bon, il y a un champ extrêmement vaste de questions à explorer pour pouvoir arriver à cette finalité, mais si dans le principe, les logements, les bâtiments, les territoires sont conçus pour être interopérables, eh bien, on aura déjà fait une grosse partie du chemin pour pouvoir apporter là, des services simplement de plus en plus intelligents, de plus en plus pertinents, de plus en plus évolutifs, auxquels chacun pourra souscrire ou ne pas souscrire en fonction de ses aspirations, de ses besoins, de ses domaines d'intérêt, etc. L'utilisateur, à la fin, c'est lui qui décide de ce qu'il a envie, de comment il veut l'utiliser. Peut-être en veut-il à certains moments de sa vie, de sa journée, et puis il y a d'autres moments où il veut être déconnecté de tout ça. Il faut qu'il ait ce libre choix et concevoir, je dirais, l'environnement de telle sorte que tout cela soit possible, eh bien, lèvera un certain nombre de freins, à condition qu'on accompagne, je dirais, notamment le déploiement du numérique, de l'intelligence artificielle, etc., mais qu'on accompagne à tous les étages. Si on regarde aujourd'hui quelles sont les craintes exprimées, par exemple, à l'égard du vaccin ou de l'utilisation de tous anti-Covid, etc., il y a un certain nombre de risques, dont certains sont réels, mais d'autres sont purement fantasmés, qui freinent, je dirais, les populations à la mise en œuvre, à l'usage de ce type de service. Alors que si on les avait informés correctement des technologies qui sont mises en œuvre, de la manière dont on collecte les données, de l'usage qui est fait des données, eh bien, on aurait probablement levé un certain nombre de freins auxquels on a à faire face aujourd'hui. Je pense par exemple à quelque chose de très simple. Il y a des pays, à ma connaissance, en Chine, en Israël, où l'intelligence artificielle et la big data, c'est un thème d'enseignement dès la 6e. Voilà, on apprend aux enfants ce qu'est cet univers numérique, non pas simplement au travers de l'utilisation de WhatsApp, de Facebook, de TikTok et de je ne sais pas quoi, mais en leur donnant véritablement une éducation sur ce qu'est le numérique, sur voilà, les risques, les avantages qu'il peut apporter, et puis eux-mêmes
eh bien, vont assurer la formation des parents, qui eux-mêmes vont assurer la formation des aînés, et puis on va démystifier un peu tout ça et faire en sorte que des freins qui sont levés par l'éducation faciliteront le déploiement et l'acceptation d'un certain nombre de solutions qui seront proposées. Donc, c'est véritablement une problématique qui nécessite un regard transversal. C'est un problème sociétal global qu'on a réglé, qui ne se limite pas à la sélection d'un certain nombre de technologies que les uns ou les autres peuvent juger pertinentes pour accompagner les aînés, mais véritablement à une réflexion globale qui doit intégrer tous les acteurs, à la fois du bâtiment, des territoires, du système sanitaire, du système, des écosystèmes médico-sociaux, qui, ensemble, peuvent permettre d'apporter le bon éclairage aux utilisateurs finaux, qui, encore une fois, sont finalement les seuls décideurs à la fin. C'est eux qui doivent être au centre de nos réflexions. Si, toi qui as souvent eu une vision à long terme sur ces sujets-là, tu étais quand même précurseur dans ces réflexions. Si cette intelligence se développe telle que tu l'imagines, en 2030, une personne âgée aura accès à quel type de service? Alors, compliqué à dire, mais voilà, typiquement, j'en prenais l'exemple tout à l'heure. On prend un service très populaire qui est celui de la téléassistance. La téléassistance, elle pourrait être le service, pourrait être natif dans tous les logements normalement conçus selon ces nouveaux standards. Et que un simple appel au téléassisteur avec la sélection des fonctions, des services qui nous intéressent, pourrait être activé à distance parce que l'immeuble est préconfiguré, le territoire est préconnecté aux différents acteurs de l'aide à domicile, du soin à domicile, parce que le logement intègre déjà les quelques systèmes qui permettent de disposer des informations nécessaires pour déceler ou suspecter les situations à risque. Voilà typiquement un service qui, dans 30 ans, pourrait être généralisé à tous les seniors. S'il en veut, il n'en veut pas, c'est lui qui décide. Voilà un exemple. La solution. Et ça peut être des services qui sont réservés, je dirais, à l'univers des proches, à l'univers de la famille, parce qu'on n'a pas envie d'être lié à un prestataire de service, qu'on préfère mobiliser ses enfants, son voisinage, etc. Eh bien, quelque chose qui envoie un simple SMS ou une notification sur une application de téléphone mobile que tout le monde possède ou ne va pas tarder à posséder, permet déjà d'avoir un premier niveau d'accompagnement et d'aide d'une personne en difficulté. À l'inverse, si le raisonnement est de dire « moi, je ne veux surtout pas mobiliser ma famille », embêter mes proches, etc., avec mes problèmes d'autonomie, je préfère payer les services d'un téléassisteur, je m'abonne à un service de téléassisteur, mais mon environnement, il est déjà prévu pour ça. D'accord. Une conclusion à l'émission? Une conclusion à l'émission, eh bien, moi, j'espère que on va réussir ce pari qui consiste à relever ces trois défis que je considère comme principaux. Il y en a peut-être sûrement d'autres, qui est le défi démographique, le défi du réchauffement de la planète et puis le défi de l'intégration du numérique au travers d'une approche collaborative qui impliquera très très tôt tous les acteurs d'une chaîne qui peuvent
je dirais, jouer un rôle dans l'accompagnement de la perte d'autonomie tout au long de la vie. C'est pas seulement quelque chose qui est réservé aux aînés, quelque chose qui doit stigmatiser les populations vieillissantes, mais quelque chose qui peut se décliner comme un service évolutif auquel, à toutes les époques de la vie, on pourra avoir accès avec des finalités différentes, mais en tout cas de manière simple, de manière facile, de manière éclairée. J'insiste beaucoup sur cet éclairage qui est nécessaire, notamment quand on parle de déploiement de technologies et de solutions du numérique. L'accompagnement est quelque chose de primordial et l'accompagnement, c'est quelque chose de continu. C'est pas quelque chose que l'on produit au moment de l'installation d'un système ou de la mise en œuvre d'un service. C'est quelque chose qui, au fil du temps, est renouvelé, est constant, accompagne les différents utilisateurs à tous les niveaux. La personne aidée, bien évidemment, l'aidant familial, l'aidant professionnel, le soignant dans l'EHPAD, le soignant dans la clinique ou dans l'hôpital, et que ça, c'est un effort tout particulier qu'il va falloir que tous les acteurs industriels, tous les équipementiers, tous les fournisseurs de solutions fassent si l'on veut que tout ça puisse se déployer avec succès et apporter de véritables services à tous les gens qui les utiliseront. Super, merci Philippe Metzantin. Je rappelle que tu es directeur de la filiale numérique et innovation du groupe Gerfleur. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.